Et bienvenue sur LCI dans En toute franchise, l'émission politique du dimanche matin avec le Parisien. Notre invité ce matin, Manuel Bompard. Bonjour Manuel Bompard. Vos propos sont évidemment très attendus dans un contexte d'actualité très chargé. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Pour vous interroger tout au long de cette émission, Arlette Chabot, éditorialiste TF1 LCI. Bonjour Arlette. Olivier Beaumont, rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien. Et Frédéric Delpech, tout à l'heure, nous rejoindra pour son tac au tac. Mais d'abord, comme le veut la règle, 3 questions. Vous répondez par oui et par non. Et je vous rassure tout de suite, nous allons évidemment développer ces thèmes. Quentin, étudiant de 23 ans battu à mort dans une rixe qui a éclaté en marge de la venue de la députée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon jeudi. Il est donc décédé hier soir après avoir été battu à mort. Est-ce qu'accueillir Rima Hassan aujourd'hui pour une conférence comporte le risque grave de troubles à l'ordre public? Non. Enfin, Rima Hassan ne porte évidemment aucune responsabilité. On y viendra, ce sera évidemment notre premier sujet, vous le comprendrez. Le président Emmanuel Macron a proposé une peine d'inéligibilité obligatoire pour les élus coupables d'actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires. Quand cette proposition arrivera au Parlement, la voterez-vous? Plutôt oui. Est-il souhaitable que les mollahs quittent le pouvoir en Iran? Oui. Voilà, 3 questions. On va commencer naturellement par l'actualité la plus dramatique, puisque je le disais, en marge d'une conférence à Sciences Po Lyon de Rima Hassan, un jeune étudiant en mathématiques de 23 ans a été battu à mort jeudi. Il est décédé hier soir. Regardez, il faut prendre le temps de regarder ces images exclusives de TF1 LCI qui montrent le passage à tabac mortel. Voilà, on va s'en tenir aux faits, Manuel Bompard. Le parquet a ouvert une enquête pour coups mortels et violences aggravées. Vous, comme beaucoup de cadres LFI, avez très vite réagi pour condamner toute violence politique et votre candidate Anaïs Belwassa Chérifi, comme d'autres, stoppe sa campagne à Lyon pour 24 heures. Ce jeune, Quentin, aurait été proche du groupuscule identitaire Némésis, qui manifestait contre la venue de votre députée Rima Hassan. Selon Némésis, précisément, Jeune Garde, groupuscule d'extrême gauche, confondé par votre député Raphaël Arnaud, serait à l'origine de l'attaque contre ces militants et contre Quentin. Est-ce que vous en avez parlé avec lui, avec Raphaël Arnaud? Est-ce qu'il vous a donné des informations sur la présence de Jeune Garde sur les lieux? Alors d'abord, ce que je veux dire pour commencer, c'est que c'est évidemment un drame qui est un drame terrible. Et profiter de cette interview pour transmettre mes condoléances à la famille de ce jeune homme. Quelles que soient ses idées, vous avez rappelé son parcours, il n'y a aucune raison de mourir quand on a 23 ans. Donc ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Pour le reste, vous avez montré des images qui ont été diffusées hier soir, qui sont terribles. Il y a des circonstances qui restent encore à préciser. Vous l'avez dit, il y a une enquête qui est en cours. Moi, je pense qu'il faut laisser cette enquête aller jusqu'à son terme. À ma connaissance, puisque vous m'avez posé une question sur ce sujet, le mouvement qui s'appelle la Jeune Garde est un mouvement qui a été dissous. Donc à partir du moment où il est dissous, je vois difficilement comment il aurait pu intervenir dans cette affaire. Il reviendra, vous contestez devant le Conseil d'État cette dissolution de Jeune Garde et vous lui apportez son soutien. La Jeune Garde conteste sa dissolution. J'y reviendrai si vous voulez. Mais voilà ce que je peux vous dire. Donc après, moi, j'ai pas d'informations précises sur qui étaient les personnes qui étaient qui ont participé de cette rixe, puisqu'il y a aussi après cette vidéo un témoignage qui dit qu'il y a eu un affrontement entre 2 groupes. Évidemment, comme je vous le disais dans ma première réponse, la France Insoumise ne porte aucune responsabilité. Quand nous organisons une conférence, nous avons un service d'ordre qui accompagne nos oratrices et nos orateurs. Et moi, en tant que responsable de la France Insoumise, j'ai pris contact avec les personnes qui étaient présentes dans ce service d'ordre. Et ce que je peux vous dire, comme je l'ai dit dès vendredi soir, c'est que ces personnes n'ont eu aucun contact
avec aucun des groupes qui se trouvaient à l'extérieur. Et pour être tout à fait complet et répondre à votre question, Madame Martichoux, moi je m'interroge aussi, puisque manifestement il y avait cette conférence, qu'il y avait des rassemblements organisés par le groupe d'extrême droite qui s'appelle le Némésis devant, et que manifestement il n'y avait aucune présence policière. Et donc je m'interroge aussi sur pourquoi en marge de cette conférence, il y a pu avoir comme ça des bagarres de rue, alors que manifestement il y avait un rassemblement qui avait été convoqué, et il me semble que c'est de la responsabilité aussi des autorités de garantir la sécurité des personnes. Arlette. Manuel Bompard, vous n'avez pas répondu à la question d'Elisabeth Martichoux. La Jeune Garde a été cofondée par Raphaël Arnaud, qui est aujourd'hui député de la France Insoumise. Oui. Bon, forcément, on se dit que vous l'avez appelé et vous lui avez demandé s'il était au courant ou non d'une mobilisation. Non, juste, voilà. Mais j'ai compris votre question. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Et ensuite, certains membres de ce groupe, Némésis, affirment qu'un des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud était sur place. Donc on se dit la proximité entre lui et vous fait que vous avez appelé, vous lui avez dit qu'est-ce qui s'est passé à Lyon. Madame Chabot, moi, jeudi soir, puisque c'est jeudi soir que ce drame a eu lieu, j'étais à l'Assemblée nationale et j'étais avec Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale. Donc, essayer, comme le font ces groupuscules d'extrême droite, de lui imputer. Non, attendez. C'est pas la question. Si, mais moi je vous réponds. Pardon, madame. Moi, je vous réponds précisément. Si vous répondez pas à la question. Je vais aller jusqu'à. Non, répondez à la question qu'on vous pose. Pardon, excusez-moi, mais vraiment, madame, on cherche à clarifier la situation. Je pense que je suis très clair dans mes propos. Est-ce que vous avez eu Raphaël Arnaud au téléphone Raphaël Arnaud ou un contact depuis Raphaël vendredi. Arnaud n'a aucune responsabilité dans ce drame. Il vous l'a dit ? Il y a une enquête en cours, madame. Il y a une enquête en cours, madame. Et ce que je peux vous dire de manière très simple et de manière très claire, c'est que si une personne, puisque vous dites que certains disent qu'il y aurait eu, mais c'est certain, pour l'instant c'est des groupuscules d'extrême droite qui ont donné depuis jeudi soir un certain nombre d'informations qui, parfois, pour certaines d'entre elles, ont été largement démenties par les faits. Donc comprenez ma prudence. Est-ce que Raphaël Arnaud, est-ce que vous avez la certitude ? Comprenez ma prudence. Est-ce que, pardon, simplement, pour clarifier justement cette situation, ce sont des questions. Oui. Est-ce que Raphaël Arnaud vous a indiqué qu'il n'y avait pas la présence de son collaborateur sur place? Mais Raphaël Arnaud m'a dit, et j'en ai la démonstration et la certitude, puisque j'étais à ses côtés, qu'il n'était pas présent. Pour le reste, je n'en sais rien, Madame Martichoux. Attendez, je vais aller jusqu'au bout de ma question. Je n'en sais rien, et il me paraît évident que si un collaborateur parlementaire, quel qu'il soit, d'un groupe politique, quel qu'il soit, devait avoir une responsabilité dans ce drame, et il me paraît certain et évident qu'il ne peut plus être collaborateur parlementaire de qui que ce soit. Je ne peux pas être plus clair que ça. Si vous étiez ensemble à l'Assemblée, ça veut dire qu'évidemment vous avez évoqué et vous avez eu le temps depuis vendredi. Jeudi soir, on n'avait pas les éléments. Madame. Vendredi, vous avez eu largement le temps d'échanger avec Raphaël Arnaud. Mais moi, je ne réagis pas. Évidemment, la Jeune Garde, il connaît parfaitement Lyon. Madame Chabot, moi, je ne réagis pas aux accusations qui, pour certaines d'entre elles, depuis le début, ont été mensongères de l'extrême droite. Donc, il y a une enquête en cours et pardonnez-moi d'être prudent sur les faits. Je reste prudent sur les faits. Mais vous ne répondez pas tout à fait à la question. Je pense avoir répondu de manière très claire. Est-ce que Raphaël Arnaud... Mais vous lui poserez la question à lui. Pardon, vous êtes proche de lui. Justement, Manuel Bompard, pour vous, les choses sont claires. Raphaël Arnaud et la Jeune Garde ne sont pas impliqués. Il a mis 24 heures pour réagir publiquement. Hier soir, sur son compte X, pour dire son horreur et son dégoût après la mort de Quentin. Mais rien de plus. Pourquoi, si les choses sont si claires, pourquoi lui-même ne clarifie-t-il pas publiquement la situation Il dit, et pourquoi ne dit-il pas clairement que son assistant parlementaire n'était pas sur place? Les choses seraient bien plus simples dans ce cas-là. Mais je n'en sais rien. Posez-lui la question. Attendez que les choses soient claires. Il y a une enquête qui est en cours. Donc c'est cette enquête qui doit déterminer les circonstances et les responsabilités. Vous avez tout à fait raison, mais comprenez qu'on vous pose la question. Vous m'avez posé la question et je vous ai répondu sur la base. Mais c'est pas un silence, je vous réponds sur la base des informations dont je dispose. Raphaël Arnaud, pour le coup, il a été contacté par les journalistes, il n'a pas souhaité réagir. Donc pourquoi ce silence? J'imagine qu'il réagira si l'enquête démontre qu'il y ait quelque implication que ce soit de quelques personnes que ce soit. S'il n'y en avait aucune, ça serait évident de le démentir et de le dire publiquement dans les médias. Mais ça, c'est l'enquête qui doit le faire. C'est pas à vous de mener l'enquête à la place de... Non, j'essaie de comprendre. Bon, moi, je suis coordinateur de la France Insoumise. Je suis coordinateur de la France Insoumise et je vous ai répondu en ce qui concerne les militantes et les militants de la France Insoumise, dont aucun n'est impliqué ou ne porte quelque responsabilité. Vous nous permettez de dire que vous ne répondez pas précisément. Vous dites ce que vous voulez, mais moi je réponds sur la base des informations que j'ai.
Oui. Ça veut dire que Madame vous prenez un Martichoux. peu de distance avec un mouvement comme la Jeune Garde, dont vous condamniez la dissolution souhaitée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le 11 février, vous apportiez encore un petit message de soutien à ce mouvement avant-garde qui lutte contre le fascisme, Antifa. Vous allez prendre vos distances avec Madame, ce mouvement, évidemment, aujourd'hui ou pas? Écoutez, pour que les choses soient très claires, parce que tout le monde parle de la Jeune Garde sans savoir vraiment ce que c'est. Il y a à Lyon, depuis des années et des années, un contexte qui est un contexte extrêmement grave d'implantation de groupuscules fascistes, de groupuscules d'extrême droite qui sont responsables d'un certain nombre d'agressions, qui sont responsables d'un certain nombre de violences parfois racistes, de violences parfois, par exemple, en marge de rassemblements ou de réunions publiques. Dans ce contexte-là, il y a un certain nombre de groupes qui se sont constitués à Lyon et qui, si j'en crois ce qu'ils prétendent, se sont fixés comme objectif de sécuriser la possibilité pour les uns et les autres de pouvoir circuler librement dans Lyon et de tenir des événements politiques. C'est donc l'objectif de ces groupes-là, c'est un objectif de défense. Sécurisé, dites-vous. Attendez, précisément, c'est la raison pour laquelle je vous dis que moi, j'ai toujours dit que des groupes qui défendaient, qui faisaient en sorte qu'on puisse militer, circuler librement à Lyon et ne pas être menacé en fonction de sa couleur de peau ou de sa religion, je les appuyais et je les soutenais. Mais ça n'encourage pas la violence. Attendez, mais je vais aller jusqu'au terme de mon... contre les fachos, comme ils disent, est-ce que ça justifie parfois l'utilisation de la violence? Précisément non. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que moi, j'ai toujours apporté mon soutien à partir du moment où c'était des initiatives qui visaient précisément à défendre et à permettre à chacune et à chacun de pouvoir exprimer ses idées et ses opinions, de lutter contre la violence. Ce que je vois sur l'image que vous avez, la vidéo que vous avez postée tout à l'heure, ne correspond pas à des gens qui se défendent. Parce que quand on se défend, on ne frappe pas un homme qui est à terre. Donc ça n'a rien à voir avec le soutien que nous avons pu apporter à des groupes qui étaient là pour se défendre. Et donc on précise, si Jeune Garde devait être impliquée, l'enquête le dira. Mais si c'était le cas, est-ce que vous continuerez quand même de demander que l'association ne soit pas dissoute? Mais s'il y a une implication de la Jeune Garde dans ce drame et dans la mort de cet individu, évidemment qu'à partir de ce moment-là, il y a des mesures qui seront prises, y compris par les autorités, et que tout le monde devra respecter, parce que ça me paraît évident. Vous arrêterez de demander s'il y a une responsabilité directe établie par l'enquête, évidemment. Alors, il n'y a pas qu'à Lyon que la Jeune Garde serait potentiellement impliquée, puisque s'il y a une demande de dissolution du ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, c'est bien que ce mouvement a été plusieurs fois par le passé impliqué dans des mouvements de violence. Est-ce que ce n'est pas un problème pour Jean-Luc Mélenchon, notamment dans la perspective de 2027 ? On voit bien en ce moment qu'il cherche à polir son image auprès des Français pour cette bataille électorale. Est-ce que ce n'est pas un problème pour Jean-Luc Mélenchon et pour votre mouvement de continuer à être associé à ce mouvement qui, parfois, est impliqué dans des mouvements de violence ? Moi, je vous ai répondu. Moi, je ne suis associé à aucun mouvement qui est impliqué dans des mouvements de violence. D'accord ? J'appuie et je comprends des initiatives qui, parfois, peuvent être prises pour sécuriser des événements comme ça a dû être le cas à Lyon. Parce que là, évidemment, on est dans le contexte de ce drame absolument terrible, mais je dois quand même vous rappeler que depuis maintenant 2022, le nombre de personnes qui sont décédées, qui sont morts suite à des agressions de groupuscules d'extrême droite, c'est 11 personnes. Alors, d'accord ? un mort, donc, attendez, non mais peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais moi, ça m'importe. Donc, je vous dis que, à partir du moment... Madame, juste, je réponds et après, je vous laisse poser votre deuxième question. Je vous dis qu'à partir du moment où des personnes sont dans une stratégie qui a une stratégie et une démarche de défense, je les comprends et je les soutiens. Si ce n'est plus le cas, évidemment, je ne les soutiens pas. Juste un mort en marge d'une réunion politique, un garçon de 23 ans, a fortiori, mais ça ne s'est pas produit depuis je ne sais pas quand. Enfin, depuis des années, sans doute, oui. Des années. C'est un cadre quand même rarissime. Évidemment, vous avez tout à fait raison et je l'ai dit, je crois. Oui, on vous a entendu dire effectivement, nous aussi on attend l'enquête de la justice, l'enquête de la police. Ça veut dire que vous faites confiance à la police, à la justice pour établir la réalité des faits de ce qui s'est passé à Lyon. Totale confiance. Totale confiance. J'espère qu'il y aura effectivement une enquête qui permettra de déterminer les circonstances et les responsabilités des uns et des autres et que ça permette de rendre justice à ce jeune homme et à sa famille, évidemment. Alors on se parle, Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas réagi à la mort du jeune Quentin. S'il a réagi hier, il a dit que c'était un drame. Il s'est indigné.
Non, il a réagi hier, il a dit que c'était un drame, et je partage l'idée que c'est effectivement un drame. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, hier soir, il a adressé un télégramme à tous les préfets pour renforcer la vigilance autour des rassemblements politiques dans le cas des municipales et les permanences de campagne. Est-ce que vous craignez que ça dégénère ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous ne redoutez pas que certains cherchent à se faire vengeance eux-mêmes après ce qui s'est passé hier ? C'est pas se faire vengeance. Écoutez, depuis vendredi, vous avez déjà une dizaine de permanences de la France Insoumise ou de locaux de campagne de la France Insoumise qui ont été attaqués par des groupuscules d'extrême droite, qui ont brisé des vitres, jeté de la peinture dessus, intimidé les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Moi, je veux dire les choses de manière très claire. Vous avez aujourd'hui une partie du spectre politique, sur la base d'accusations mensongères visant à impliquer la France Insoumise dans ce drame, qui cherche à faire dégénérer la situation et à transformer le débat politique de notre pays dans une forme de guerre civile. Et moi, je dis à tout le monde qu'il faut faire preuve du sang-froid le plus absolu pour ne jamais accepter de tomber dans ce climat de guerre civile que l'extrême droite veut importer dans ce pays. Donc je dis à tout le monde, sang-froid absolu, protection, vigilance. Et nous combattons le Rassemblement national. Nous combattons l'extrême droite, mais nous l'avons toujours fait et nous continuerons à le faire par des moyens qui sont des moyens démocratiques, par des moyens qui sont des moyens à l'image du débat public, tout simplement. Vous allez renforcer les permanences de vos campagnes ? On a déjà évidemment transmis les consignes nécessaires, mais pardon, je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement à nous de garantir et d'assurer la défense de nos permanences de campagne et de nos initiatives de campagne. Les autorités, elles doivent garantir la possibilité d'avoir un débat avec ce télégramme politique. et ces consignes envoyées aux préfets. Ça va être fait visiblement. Mais est-ce que vous allez aussi renforcer J'espère que ça sera effectif, parce que malheureusement, ça fait depuis maintenant des mois et des mois que dans les initiatives organisées par la France Insoumise, que dans les meetings organisés par la France Insoumise, vous avez des groupes qui viennent provoquer, qui viennent intimider, qui viennent menacer, qui viennent insulter, qui viennent agresser des militantes et des militants. Et pour l'instant, rien n'a été fait pour qu'on soit protégé sur ce sujet. Et je vous disais tout à l'heure, ça avait l'air... Vous êtes victime ? Je vous disais tout à l'heure, et ça, non, là, en l'occurrence, dans le drame dont on est en train de parler, évidemment, la victime, c'est ce jeune homme qui est mort. Oui. D'accord, madame ? Moi, je ne mets pas les deux sur le même plan, et je sais faire la différence entre une personne qui meurt et une permanence attaquée. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'une permanence attaquée, ce n'est pas grave, madame. Et je pense que vous en conviendrez. Absolument. À propos de violence politique, quand même. Je reviens sur Raphaël Arnaud, parce qu'on avait beaucoup parlé de lui, fichier S, pendant les campagnes législatives. Il a été définitivement condamné pour violence volontaire en réunion. Forcément, on s'interroge sur, effectivement, sa responsabilité, ce qu'il sait, ce qu'il ne savait pas, ce qui s'est passé à Lyon. J'insiste un peu. Forcément, mais madame, vous pouvez insister, mais moi je vous ai donné les informations dont je disposais. Donc depuis la question que vous m'avez posée il y a 10 minutes, j'ai pas plus d'informations que celles que je vous ai données tout à l'heure. Mais je voulais venir sur ce sujet pardon. Parce que tout à l'heure, ça avait l'air de vous surprendre. Non mais pardon. Tout à l'heure, ça avait l'air de vous surprendre. Parce que nous aussi... Si je peux pas terminer ma réponse. Juste, on est un peu surpris que vous ne puissiez pas nous dire ce matin, je vous le dis très franchement, j'ai eu Raphaël Arnaud au téléphone et il m'a donné telle ou telle information qui pourrait effectivement... Mais qu'est-ce qu'il en sait, Raphaël Arnaud, des personnes qui sont... il est cofondateur. Mais comment vous voulez qu'il le sache ? Il n'était pas sur place, il était avec moi à l'Assemblée nationale. Il tient ses troupes quand même. Mais c'est pas ses troupes. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont ses troupes ? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça, madame ? Vous avez des preuves ? Vous avez des preuves à avancer ? Non. Est-ce que vous avez des preuves à avancer ? Madame, est-ce que vous avez des preuves à avancer de l'implication de telle ou telle personne ? Moi, je n'en ai pas. À ça. Est-ce juste... Il est cofondateur de Jeunes Gardes, permettez qu'on insiste un peu. Mais je vous insistez, madame, et vous avez tout à fait le droit de poser les questions que vous voulez, mais moi, vous n'avez aujourd'hui aucune preuve dans l'implication de telle ou telle personne, donc moi, je suis dans l'incapacité de vous répondre autrement, parce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si vous voulez, on peut faire toute l'émission sur ce sujet, mais franchement, ça ne va rien changer, parce que je n'ai pas davantage d'informations. Maintenant, moi, je vous interrogeais aussi, puisque vous m'interrogiez sur le climat politique, et tout à l'heure, ça avait l'air de vous surprendre que je pose cette question, mais je me permets de la reposer quand même. J'entendais ce matin le maire de Lyon dire que quand il y avait des événements... Grégory Doucet. Dire que quand il y avait des événements à Lyon et qu'il y avait des risques de tension, il était alerté et il pouvait déployer la police municipale. Donc je pose quand même une question et elle me semble légitime. Pourquoi il n'a pas été alerté ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Pourquoi il n'a pas été alerté ? Je voudrais comprendre comment c'est possible aujourd'hui que, en marge d'un événement politique, vous ayez un groupuscule d'extrême droite qui organise un rassemblement et que, en marge
marge de ce rassemblement organisé par ce groupuscule d'extrême droite, il y a une forme de bataille rangée dans les rues de Lyon qui conduit à la mort d'un jeune homme. Il y a une sous-estimation, une bienveillance à l'égard de Némésis. Je voudrais comprendre. Je pense que c'est quand même légitime. Ça n'est pas normal que les forces de l'ordre n'ont pas protégé suffisamment la conférence de Rima Hassan. Je ne porte aucune accusation et je ne veux faire aucune polémique. Je pose juste une question et ça me semble quand même légitime de poser cette question parce que je ne crois pas qu'on puisse considérer normal qu'il puisse y avoir dans notre pays des scènes de bataille rangée de 20 personnes contre 20 personnes qui se mettent des coups de poing dans les rues. Ça, je pense que je ne comprends pas comment ça peut être possible dans notre pays aujourd'hui. Ça veut dire que désormais, par exemple, des interventions de Rima Hassan, compte tenu des réactions qu'elle déclenche, ces interventions doivent se faire sous la protection de la police. Vous non, dites que la police soit présente chaque fois qu'elle intervient. Non, je dis, attendez, pour la protéger. S'il vous plaît, Madame Chameau, ne mettez pas en. Le sujet n'est pas l'intervention de Rima Hassan. L'intervention de Rima Hassan elle-même. Je veux dire, des conférences organisées dans les universités, il y en a par toutes les formations politiques. Des meetings organisés dans une campagne électorale, il y en a dans toutes les formations politiques. Ensuite, il y a cette conférence organisée et vous avez un groupuscule d'extrême droite dont vous avez parlé qui s'appelle Némésis qui organise une manifestation devant. Quand on dépose une manifestation, on déclare la manifestation. Donc vous avez des autorités. Un groupe. Il y a un rassemblement qui est organisé. Vous déclarez un rassemblement. Donc les autorités en sont informées. Donc comprenez mon étonnement quand les autorités en sont informées que manifestement il n'y a aucun dispositif policier pour protéger, y compris les personnes avec qui je ne partage aucune idée, y compris je combats leurs idées de manière ferme, mais si elles viennent protester d'une manière ou d'une autre, soit vous interdisez leur rassemblement, si vous l'autorisez, alors il doit y avoir une sécurisation. C'est un étonnement, c'est quasiment des accusations. Il me semble que j'ai posé des questions, parce que j'ai pas de réponse, donc je pose des questions. Et ces questions, elles me paraissent légitimes pour tout le monde. Est-ce que Rima Hassan est un problème aujourd'hui pour LFI ? Pourquoi ce serait un problème ? Je vous pose la question ? Non. Aucunement. D'accord. Pourquoi vous me posez cette question ? Pourquoi vous voulez vraiment lui faire porter une responsabilité dans un drame pour lequel elle ne porte aucune responsabilité ? C'était en marge de sa tenue de conférence. C'est extrêmement... Enfin, c'est des accusations très graves. Rima Hassan, elle fait des conférences, elle participe à des meetings et à des réunions publiques, elle défend des idées pacifiquement, et la manière avec laquelle certains essayent de la mettre en relation avec ce drame est particulièrement indigne. Donc Rima Hassan n'a aucune responsabilité dans ce drame. Lorsque le président de la République évoque, c'était le cas lors de la cérémonie d'hommage à Ilan Halimi, l'antisémitisme de l'extrême gauche, qui se cache derrière l'antisionisme, pour que les choses soient claires, on essaie de clarifier beaucoup de choses ce matin. Est-ce que vous dites clairement aujourd'hui que les Juifs ne sont pas responsables de l'action du gouvernement de Netanyahou à Gaza? Oui. Clairement. Sans aucune difficulté, madame. Aucune difficulté à dire qu'ils ne sont pas responsables. Donc dire qu'ils sont complices du gouvernement génocidaire de Netanyahou, ce n'est pas acceptable. Ah, c'est inacceptable. Considérer que l'ensemble des personnes de confession juive porteraient une responsabilité ou seraient par nature solidaires de l'action inacceptable du gouvernement Netanyahou, des violences, des meurtres, des assassinats commis par le gouvernement israélien à Gaza, mais en faire le parallèle avec les personnes de confession juive, c'est évidemment totalement inacceptable. D'ailleurs, vous avez dans les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien, dans les manifestations, des organisations. Je pense à l'Union juive française pour la paix, je pense à Tzedek, qui sont des organisations qui se revendiquent elles-mêmes comme des organisations de personnes juives mobilisées en solidarité avec le peuple palestinien. Donc évidemment, madame, et toutes les personnes qui feraient une confusion sur ce sujet et qui mélangeraient ou qui feraient un parallèle entre l'origine ou la confession juive d'une personne et ses opinions politiques feraient une erreur grave et inacceptable. C'est clair. Emmanuel Macron, ce matin sur Radio J, donc, dit ceci: je constate que par les positions qu'ils prennent, et il parle de LFI, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République. Il y a clairement des expressions antisémites qui émergent et qui doivent être combattues, dit-il, toujours à propos de LFI. Écoutez, d'abord, je veux dire que le président de la République, quand il dit extrême gauche,
il fait du Donald Trump, c'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec lui, on est extrémiste, on est communiste, etc. On y reviendra sur. C'est pas au président de la République. L'antisémitisme. Ah ben la première partie de votre question, c'était ça. C'est pas au président de la République de classer ses opposants politiques. Sur la question de l'antisémitisme, madame, aucun responsable de la France insoumise, aucune responsable de la France insoumise, aucun militant de la France insoumise, aucune militante de la France insoumise n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Aucun d'entre eux n'a jamais eu d'expressions qui sont des expressions antisémites. Et attendez, parce que sur ce sujet, c'est quand même très important. Et à un moment, je voudrais là aussi clarifier un certain nombre de faits. Il y a des études indépendantes qui ont été faites par la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur les préjugés antisémites dans les organisations politiques et parmi les sympathisants des familles politiques. D'accord ? Cette étude, elle est très claire, elle a été publiée l'année dernière. Elle dit que la première formation politique dont les sympathisants ont des préjugés antisémites, c'est le Rassemblement national. Elle dit que la deuxième de ces formations politiques, c'est les Républicains. Elle classe six organisations politiques, et elle met la France insoumise en 5e sur ces 6 organisations politiques, parmi les organisations politiques dont les sympathisants auraient des préjugés antisémites. Vous permettez que... Ça, ce sont des chiffres, des faits, publiés par une autorité indépendante et reconnue comme telle. Olivier Beaumont. Oui, d'autres faits. Rima Hassan, dans un tweet, a récemment dénoncé un confrère du Parisien, le citant nommément, suite à un papier qu'il avait fait sur le dossier Epstein, où il liait l'influence des services russes. Elle prend à partie ce journaliste en le citant et en disant qu'il l'écrit pour mieux nous faire oublier la piste du Mossad. On rappelle que ce sont les services secrets israéliens, le Mossad. Et avant d'ajouter à ce journaliste, vous êtes payé combien pour mentir et désinformer ? Conséquence de ce tweet, un déferlement de haine en ligne, des insultes à caractère antisémite et même des appels au meurtre. Est-ce que vous assumez ces propos de votre collègue Rima Hassan ou est-ce que vous trouvez qu'elle va trop loin ? C'est ce que pensent aujourd'hui quelques cadres LFI sous couvert d'anonymat. Écoutez, monsieur, on a le droit de critiquer un article fait par l'un de vos confrères. Le critiquer, oui. Attendez, je vais aller au bout de mon terme. On a le droit de critiquer un article fait par l'un de vos confrères. On n'a pas le droit, évidemment, d'insulter l'un de vos confrères, de le menacer, de l'intimider ou encore moins de l'insulter avec des insultes antisémites. Donc Rima Hassan, elle a critiqué, vertement sans doute, mais elle a critiqué un papier qui avait été fait par un de vos confrères. Et si votre confrère, sur cette base-là, a ensuite reçu des menaces, des intimidations ou des insultes antisémites, il a tout mon soutien. Est-ce qu'elle n'a pas diffamé ? Elle écrit, vous êtes payé combien pour mentir et désinformer. Pardon. Madame, vous pouvez pas... Vous êtes payé combien pour... Donc, elle affirme que notre confrère, et ce ne serait pas un confrère, ce serait évidemment la même chose, est payé. J'espère qu'il est payé, madame, il est journaliste. Franchement, s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes payé combien pour mentir et désinformer ? Franchement, madame... Elle demandait son salaire, en fait. Franchement, madame, franchement... Soyez un peu raisonnable, s'il vous plaît. On a le droit de critiquer le travail des journalistes, on n'a pas le droit de les insulter. Je suis très clair sur ce sujet. Voilà. Si vous rentrez là-dedans, je peux vous dire un certain nombre de papiers, de publications, de reportages que vous pouvez faire, qui donnent lieu ensuite à ce que des militants de la France insoumise soient menacés, insultés, parfois victimes de violences. Et je ne vous en fais pas porter la responsabilité, parce que vous n'en avez pas la responsabilité. D'accord ? Olivier. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça, parce que si vous commencez à faire ça, ça veut dire qu'on ne peut plus critiquer, plus rien dire, etc. Elle vous posait la question, est-ce que Rima Hassan... Mais je vous ai déjà répondu, donc j'ai bien compris que Rima Hassan fait l'objet de tous les fantasmes dans le monde politique aujourd'hui, qu'elle est victime, qu'elle est victime, mais pas moi. Voilà. Donc moi je m'interroge pas, je vous ai répondu très clairement. Pour le reste, ça fait depuis maintenant 35 minutes qu'on est dans cette émission et j'ai bien compris que votre volonté c'est de faire le procès de la France insoumise. Mais en l'occurrence, la France insoumise, elle combat et elle lutte, et elle lutte qui visiblement contre toutes les formes de racisme, contre toutes les formes de discrimination, contre l'antisémitisme, évidemment, comme toutes les autres formes de racisme. Mais il n'y a rien dans les propos de Rima Hassan qui s'apparente à de l'antisémitisme, strictement rien. Donc, puisque c'était votre question qui était posée tout à l'heure... Les sionistes qui me lisent, je veux leur dire... Vous êtes pour nous ce que les nazis étaient pour vous. Et ça vous suivra et entrera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et donc vous faites vous-même la distinction que vous reprochiez tout à l'heure à certains de faire. Ne s'attaquait pas aux sionistes,
mais aux Juifs et aux Juifs. Et il y avait même dans les camps... Précisément, oui, madame. Oui, mais aux Juifs, y compris des Juifs qui ne soutenaient pas d'ailleurs la création d'Israël. Il y avait des associations. Mais aucun d'entre nous ne s'est jamais attaqué aux Juifs. Enfin, c'est incroyable les questions que vous êtes en train de me poser. Vous vous rendez compte du caractère infamant de les questions que vous me posez, madame? C'est pas du tout ambigu. C'est pas du tout. Est-ce que quand Arlette Chabot tout à l'heure m'a posé cette question, est-ce que ma réponse avait quelque ambiguïté que ce soit? Non. Madame Martichaud. Non, mais on ne parle pas de vous. Mais est-ce que Rima Hassan a déjà eu quelque ambiguïté que ce soit sur la distinction, évidemment indispensable sur la distinction évidemment indispensable entre la critique de l'action du gouvernement israélien et la confession ou l'origine d'une personne. Aucun d'entre nous n'a jamais mélangé ces deux choses-là. Et si une personne, par hasard, une fois, devait faire cet amalgame, eh ben, je vous le dis très clairement, il serait plus membre de la France Insoumise. D'accord ? Je peux pas être plus clair que ça. Vous pouvez pas être plus clair dans votre soutien, effectivement. Je crois que j'ai dit les choses et vous n'avez pas besoin de les réinterpréter à votre sauce. Le président de la République souhaite effectivement durcir les lois pénales pour lutter contre racisme, antisémitisme, discrimination. Une loi va être déposée. Vous avez dit tout à l'heure, en répondant à une question d'Elisabeth Martichaud, que vous étiez favorable à cette évolution, à ce durcissement des peines, en vous disant... J'imagine ce que vous allez dire, nous ne serons pas concernés. Alors j'ai dit plutôt oui. Il y a eu en 2021 de mémoire une résolution qui avait été déposée à l'Assemblée nationale par le groupe communiste et qui proposait, alors pas de les rendre obligatoires, mais de généraliser la possibilité d'avoir recours à des peines d'inéligibilité pour les personnes qui sont condamnées pour toute forme de racisme ou d'antisémitisme. Nous avions voté pour à l'époque. Et ce que je voudrais vous faire remarquer quand même, c'est qu'à l'époque les macronistes avaient voté contre. Donc si quelqu'un a changé d'avis sur ce sujet, c'est pas moi, c'est manifestement les partisans d'Emmanuel Macron. Et en ce qui nous concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous considérons évidemment pas ciblés par cette possibilité, parce que les programmes politiques, les propositions politiques que l'on porte sont à l'exact opposé de toute forme de racisme ou de discrimination. Très bien. Dans la nomenclature qu'a publiée le ministère de l'Intérieur pour les municipales, Laurent Nunez a décidé, le ministère de l'Intérieur, de classer dans votre mouvement, à l'extrême gauche. Vous avez protesté contre ce classement, mais en quoi est-ce gênant ? Alors d'abord, je veux dire que l'extrême gauche, c'est pas une insulte. Il y a des partis politiques sur des partis politiques. Il y a des partis politiques sur des partis politiques d'extrême gauche qui se revendiquent comme tels. Et classer la France Insoumise d'extrême gauche, c'est pas que ça soit infamant ou insultant, c'est juste que c'est faux. Si madame, je dis que votre métier c'est comédienne au cinéma, ça sera pas une insulte, mais vous trouverez que c'est faux, donc vous protesteriez contre. Pourquoi c'est faux ? Et ça c'est largement documenté. Toutes les personnes qui travaillent un peu sérieusement et qui veulent pas faire de la classification des outils politiciens savent que une des caractéristiques par exemple de l'extrême gauche, c'est qu'elle ne considère pas l'élection comme la modalité d'accès au pouvoir. Or, nous, la France Insoumise, nous sommes les partisans de la révolution citoyenne. Il y a des candidats. Mais Lutte ouvrière ne considère pas... Mais Lutte ouvrière présente des candidats. Mais quand vous posez la question à un parti comme Lutte ouvrière, et je ne veux pas parler à leur place, ils vous disent que l'élection est une tribune pour faire grandir des idées, mais ils ne considèrent pas que c'est le moyen d'accès au pouvoir. Nous sommes, depuis le début que la France Insoumise existe, c'est-à-dire il y a 10 ans cette semaine, nous sommes les partisans de ce qu'on appelle la révolution citoyenne, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les urnes pour transformer radicalement la société. Ça n'a rien à voir avec la stratégie des partis dits d'extrême gauche. En même temps, on se dit aujourd'hui que vous êtes peut-être plus proche du NPA que du Parti Socialiste. Donc c'est pour ça que c'est pas illogique de vous classer dans la catégorie. Enfin, si maintenant gauche. Votre boussole de la gauche, c'est le Parti Socialiste. C'était parce que vous étiez dans la même catégorie gauche que le Parti Socialiste. Mais madame, regardez, jusqu'alors, la France Insoumise, elle était classée dans le nuancier à gauche. Oui. Depuis le dernier classement, notre programme, il n'a pas changé. Notre stratégie politique, elle n'a pas changé. Pourquoi faudrait-il changer ce classement aujourd'hui ? Ça peut avoir des conséquences. Tout le monde sait pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Parce qu'en fait, le souci de M. Nunez et de M. Macron, c'est pas de dire la réalité des faits tels qu'ils sont, c'est d'essayer d'utiliser cette étiquette politique comme un moyen de stigmatisation d'une formation politique. Vous pensez que ça change le vote des électeurs ? Je ne crois pas que ça change le vote des électrices et des électeurs. C'est ce que vous craignez. Oui, mais madame, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je dis quelque chose de faux sur vous,
même si c'est sur pas le principe. forcément infamant, C'est sur vous le allez principe. protester, je crois. Vous allez dire, bah non, je suis pas ça. Recours devant le Conseil d'État ou pas? Oui, bien sûr, Il est recours devant déposé, le Conseil il va être d'État. déposé. Il va être déposé parce que ça se travaille sérieusement, un recours de cette nature. Et je trouve que M. Nunez ne devrait pas jouer de manière politicienne avec ses classifications. C'est pas son rôle. Allez. Et M. Macron, comme je le disais tout à l'heure, son rôle, c'est pas de classer ses opposants politiques. Parce que moi, je pourrais tout à fait dire qu'il est d'extrême centre. Ouais. Et Par exemple. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Bon, ben, il cherche évidemment, parce qu'il voit bien que la France insoumise, Il a peur dans la perspective des prochaines échéances électorales, et notamment de la prochaine élection présidentielle, que la France insoumise, de plus en plus de gens disent, il y a une hypothèse que la France insoumise soit présente au second tour, et il essaye d'utiliser ces étiquettes comme un moyen de stigmatisation. Moi, je dis aux gens qui nous Il a écoutent, peur de la regardez... puissance électorale de la fille. Ce sera Regardez le Jean-Luc programme, Mélenchon. regardez les propositions politiques, et Jean-Luc n'écoutez Mélenchon, pas M. candidat. Macron. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il ne fallait pas écouter Pardon, M. Macron dans ce pays. Hein. Quand est-ce que Manuel Bompard, quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon annoncera sa candidature? Ça, c'est pas vraiment une question, parce que dans votre question, vous impliquez Bon, dans votre alors, question la d'accord, réponse. on passe à autre chose, alors. Non, c'est pas on passe à autre chose, madame, mais vous pourriez me poser la question à quel moment la France insoumise décidera qui est son candidat à l'élection présidentielle. Et alors, je vous ai répondu en temps voulu, après merci. les élections Merci municipales. pour la précision. Après les municipales. Bah, pas avant, en tout cas. Hein, Jean-Luc Voilà. Mélenchon, il se prépare, il est présent à tous les meetings Ça, c'est des municipales. votre interprétation. Mais je pose la question. Mais pour les moi, c'est un candidat qui est les évidemment un municipales, candidat on en parle. le mieux Les placé municipales, aujourd'hui. Avant d'accueillir Frédéric Delpech. Question sur les municipales. On n'a pas très bien compris qui est votre adversaire principal. Si on regarde Paris, par exemple, la campagne de Sophia Chikirou, elle n'attaque pas à Rachida Dati, mais plutôt à monsieur Madame. Emmanuel Grégoire. Madame, franchement. Non, moi je regarde le premier meeting de Sophia Chikirou. Vous l'avez bien regardé alors Moi j'ai regardé. Vous avez Elle dit, écouté c'est la mon vraie intervention gauche. La vraie gauche. Non, parce la que vraie j'étais gauche présent doit à ce arriver au meeting. pouvoir. Vous avez écouté mon intervention à ce meeting. Moi j'ai écouté la Et candidate. dans cette c'est intervention important. à ce meeting, j'ai rappelé que Madame Dati était ministre du gouvernement de M. Le Cornu, qu'avant elle avait été ministre du gouvernement de M. Bayrou, et que, attendez, regardez, et qu'il se trouvait que nous, dans la dernière année, à 11 reprises, on a essayé de faire tomber ce gouvernement mais- et de chasser Madame alors, Dati. dis-le, Vous êtes pour les alliances Et que ou pas M. Grégoire à 0 reprises. Donc, la Voilà, droite, c'est tout. L'adversaire, c'est Allez, on Rachida avance. Dati. C'est pas Mais Emmanuel l'adversaire, c'est d'abord, pardon, parce que là, depuis le début de Exemple. cette émission, excusez-moi, je comprends qu'il y a une actualité qui est chargée, mais Ah oui, à aucun moment on a dramatique. proposé, on a parlé, et dramatique, à aucun moment on a parlé d'une proposition politique, juste une. Donc, excusez-moi, mais dans l'élection municipale, notre objectif, notre volonté politique, c'est d'abord de favoriser l'accès pour tous nos enfants à la cantine scolaire, de faire en sorte que les logements insalubres, les logements délabrés, c'est fini, Est-ce que- qu'on apporte des réponses à la D'accord. crise De politique convaincre du pour logement. gagner. Est-ce De qu'on convaincre garantit pour gagner. la sécurité et la Olivier. tranquillité publique des habitantes Et et donc des pour habitants. gagner. Pourquoi vous voulez me couper la parole dès que je parle de quelques propositions politiques? Je pense pas en Non, avoir eu le temps mais- d'en parler beaucoup. Mais on aura Bon, ça l'occasion. me paraît quand même très important. Oui, mais Madame Martichaud, une élection, c'est d'abord quand même une confrontation entre des programmes Absolument. et des propositions. Et une Et pour ça, c'est bien élection- et une qu'on ait élection- l'opportunité quand même et de une présenter élection, quelques-unes de nos le but, programmes, c'est de de nos propositions gagner. et quelques Olivier. éléments de notre programme. Donc nous, notre objectif, c'est Une de gagner, élection, c'est monsieur, pour gagner, Olivier. de Justement. gouverner ces communes et de pouvoir transformer la vie des habitantes et, des habitants qui sont dans ces communes, tout si simplement. l'objectif, Voilà. c'est de gagner, et que la gauche gagne, est-ce que LFI pourrait s'allier avec certains candidats socialistes, notamment au second tour, Ben, pour Paris, être- à Marseille ou ailleurs? Moi, j'ai déjà répondu à peu près 46 fois, je pense, à la question. Donc, Non, je vais bien répondre une 47, 47e fois, ça ne me dérange intéressant, pas, pour vous dire que nous, on a toujours été très clair sur le fait que partout où on sera en tête à gauche, ça sera alors notre responsabilité. Et on proposera le rassemblement à toutes les listes de gauche pour battre la droite et l'extrême droite. Et dans les hypothèses où on ne serait pas en tête à gauche, ça sera la responsabilité de la liste qui arrivait en tête de faire ou pas cette proposition. Pour l'instant, j'entends M. Grégoire ou M. Payan dire pas d'alliance au deuxième tour, ce qui me paraît Ça veut te faire extrêmement un geste, dangereux quoi. Ça veut te faire un geste. et extrêmement grave, parce que s'ils disent pas d'alliance, ils prennent le risque que la ville bascule à droite et à l'extrême Mais droite. si on vous tend Et la donc, main, vous la prendrez. mais nous, on a toujours pris toutes nos responsabilités pour battre la droite et l'extrême droite. À aucun moment, vous pourrez faire la démonstration inverse de celle que je suis en train de vous faire. Donc évidemment que nous, on prendra nos responsabilités et que nos électrices et nos électeurs qui auront voté pour nous au premier tour, ils seront représentés. Et ils doivent être représentés. Voilà, tout simplement. Donc comme manifestement les choses sont moins claires du point de vue des têtes de liste socialistes en particulier, puisqu'on parlait d'elles, eh ben moi je dis à tout le monde, si vous voulez avoir une garantie que la gauche conserve ses villes, votez pour les listes conduites par la France Insoumise, parce qu'elles organiseront Il le nous reste rassemblement au deuxième quelques tour. instants. Attendez, Frédéric Madame Delpech. Martichoux, un dernier
Dernier élément. Vous pouvez être rapide. on nous accuse, oui, ça va aller vite. On nous accuse en quelque sorte de présenter des listes. Mais enfin, dois-je vous rappeler que quand les écologistes, en gros, quand on présente des listes, on nous dit c'est pour faire perdre la gauche. Écoutez, je vous rappelle que quand les socialistes ont gagné la commune de Saint-Denis, ils les ont gagnés alors que c'était des communistes qui étaient à la mairie. Quand les écologistes ont gagné la mairie de Strasbourg, ils ont gagné alors que c'était des socialistes qui étaient à la mairie. Donc la France Insoumise, elle fait la même chose. Il n'y a aucune mauvaise foi, madame. Il n'y a aucune mauvaise foi. Donc la France Insoumise, elle est candidate à l'exercice du pouvoir dans les communes et elle fait la campagne en voulant convaincre que son programme et ses propositions sont les meilleurs pour les habitantes et les habitants. Il vous reste très peu de temps, mais vous y allez pour vos questions du tac au tac. Vraiment du tac au tac, réponse rapide pour juste prolonger. Sophia Chikirou, si Emmanuel Grégoire n'accepte pas l'alliance au deuxième tour, elle se maintient quand même? Mais Sophia Chikirou, elle est d'abord candidate pour être en tête des élections municipales à Paris au deuxième tour. Ce que je peux vous dire, c'est que nos électrices et nos électeurs, ils doivent être représentés. Donc ils doivent être représentés. Il y a différentes manières de les représenter. Mais ensuite, c'est Monsieur Grégoire qui prendra ou pas la responsabilité de diviser la gauche au deuxième tour. L'affaire Epstein, pourquoi réclamer une commission d'enquête? Parce que c'est une affaire très grave. C'est une affaire qui a deux volets en quelque sorte. Il y a le volet le plus tragique, pédocriminel. Et j'ai appris hier, et je trouve que c'est une bonne chose, que le parquet avait dit qu'il allait engager une enquête sur des personnes qui seraient impliquées en France. Enfin, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, il y a un deuxième volet de cette enquête. C'est quand on voit les éléments qui ont été révélés, manifestement des risques d'ingérence étrangère. Et il me semble légitime que l'Assemblée nationale, sur des accusations aussi graves, puisse enquêter. Donc nous, on a proposé une commission d'enquête transpartisane, que tous les partis puissent s'y associer, de telle sorte à ce que la vérité soit faite sur cette affaire. Laurent Nunez est attendu demain en Algérie pour relancer la coopération sécuritaire migratoire. Bonne nouvelle? Réponse brève. D'abord, j'espère, je veux le dire parce qu'il y a un de vos collègues journalistes, Monsieur Glaise, qui est toujours détenu en Algérie. J'espère que ça permettra de faire avancer sa libération. Pour le reste, moi, je préfère quand on discute avec l'Algérie plutôt que quand on fait comme Monsieur Retailleau, c'est-à-dire bonne nouvelle. qu'on monte la tension. Maintenant, je trouve que la collaboration avec l'Algérie, elle ne devrait pas être envisagée que sous l'angle sécuritaire. Il y a aussi plein d'autres aspects qu'on devrait échanger avec eux pour faire baisser les tensions, obtenir la libération de ce journaliste Christophe Glaise. Ça doit être une des priorités. On va écouter juste un instant un petit extrait d'une émission il y a quelques jours sur LCI, Marion Maréchal, invité de Darius Rochebin. Réponse rapide à chaque fois, non. Le plus cultivé. Le plus cultivé. Ah oui, excusez-moi, je réfléchis. Le plus cultivé. Vivant, du coup. Vivant. Je sais pas, ça me fait mal, mais probablement Jean-Luc Mélenchon. Alors? Je dirais pas la même chose de Jordan Bardella. Ensuite, dernière question, mon Chalin. Dernière question, Jérôme Guesch se présente à l'élection présidentielle hors primaire, assez sévère avec vous, aucune alliance avec LFI. Comment vous regardez cette candidature? Il a le droit d'être candidat, tout le monde a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Très brièvement. Très brièvement, mais c'est difficile de répondre à des questions importantes très brièvement. Mais je sais pas, ça fait un candidat de plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats potentiels au Parti Socialiste. Alors, pardon, très brièvement, Améline Montchalin, nommée en Conseil des ministres par la Cour des comptes, y voyez-vous un inconvénient? Vous auriez préféré que ce soit M. Coquerel ou... Non, évidemment que j'y vois un inconvénient, c'est que je trouve que nommer à la Cour des comptes la personne qui est aujourd'hui ministre du budget en exercice, ça pose quand même une difficulté, parce que c'est la personne qui va devoir évaluer le prochain budget qu'elle a déjà préparé. Donc traditionnellement, on nomme à la Cour des comptes des personnes qui ne sont pas directement engagées dans le combat politique. Se mettre en retrait davantage à ce moment-là? Oui, mais bon, traditionnellement, on prend des gens qui sont déjà un petit peu rangés de la bataille politique. Donc clairement, on voit bien qu'il y a une volonté de la part des macronistes d'aller essayer d'occuper toutes les fonctions qui sont les fonctions essentielles de l'État avant l'élection présidentielle de 2027. Et ça, je trouve que c'est énormément problématique. Merci. Merci à vous. Manuel Bompard d'avoir été l'invité de cette émission aujourd'hui dimanche.